Et bonsoir à tous et à toutes, potentiellement. Là, je vois qu'on a un seul spectateur, donc merci 4013 d'être présent. Donc, du coup, en tout cas pour la rediff, du coup, bonjour conquérantes et conquérants pour ce nouveau live des coins de l'IT, pour le récap des news des 15 derniers jours. Parce qu'il y a eu quelques infos, pas mal de, voilà, de nouvelles sorties, d'éléments qui ont été annoncés. Donc, une semaine plutôt, la quinzaine plutôt intéressante. Donc, du coup, voilà. Parce que, moi, je vais attendre un peu peut-être pour voir s'il y a des personnes qui arrivent. Et bah oui, bah voilà, ça tombe bien, ça y est. Donc, Théo Bulgarat, bienvenue dans ce live. Je vous remercie. Euh, donc, du coup, pour patienter un peu, je vais profiter pour annoncer potentiellement une idée, parce que, bah, comme vous le savez, je l'espère en tout cas, on est en période d'élection, même si ça se voit pas trop, je trouve, mais effectivement, on est bien en période électorale pour les présidentielles. Et non, Bulgarat, t'enlève ton rêve d'avoir un grand débat politique. Mais je me dis que ça pourrait être intéressant de faire un live spécial sur le programme politique des différents candidats dans le domaine de la tech, et en particulier de l'informatique bien sûr, mais du coup, voilà. Quel est le programme des hommes politiques et femmes politiques, hein, bien sûr aussi. Et effectivement, ça pourrait être intéressant de faire un peu le tour de gauche à droite, pour voir un peu les programmes. Alors je dis gauche à droite, hein, d'extrême gauche aussi à extrême droite, hein, on va faire l'ensemble du panel. Mais je me dis que ça pourrait être vachement intéressant, et donc je serais tenté de programmer ça la semaine du premier tour. Enfin, en tout cas le lundi de la semaine du premier tour. En tout cas, voilà, je me dis que ça pourrait être sympathique comme idée. Et voilà. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et du coup, n'hésitez pas, si c'est pour la rediff, n'hésitez pas à en parler sur le Discord Conquer World. Voilà, il y a des channels, il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez voter aussi pour le serveur Discord. N'hésitez pas, 4013 a fait un énorme travail de ce côté-là et je t'en remercie encore. Donc, du coup, voilà, une bonne chose. Voilà, je me dis que ça peut être un projet sympa et du coup, n'hésitez pas à commenter, parler, discuter. Je vais essayer de militer un peu pour ça, mais n'hésitez pas à le faire. Alors, ça pourrait être pas mal de voir les points qui ne sont pas du tout traités par la même occasion. Mais effectivement, je pense que voilà, ça peut être une émission qui serait programmée. Alors, j'ai pas la date en tête, je crois que c'était. Et ben, normalement, le premier tour, c'est le 10 avril. Donc, du coup, ça serait le lundi 4. Voilà, on pourra faire une émission spéciale sur le programme politique des tech, hein, donc technologiques et informatiques, des différents candidats. S'il y en a un, parce que j'ai un peu peur, là, j'avoue que on va dire, vu la tendance actuelle, on va considérer que ce n'est pas trop le sujet prioritaire, les technologies. Donc bon, je suis pas sûr que je vais trouver beaucoup de matchs, mais je me dis qu'en tout cas, ça pourrait être en tout cas sympa de discuter de ça, tout en précisant bien que je ne donnerai aucunement mon avis, ou tout du moins, j'essaierai de ne pas le faire. Voilà. Sauf vraiment comment dire, sujet foireux présenté par un candidat, mais bon, c'est pas le genre, hein. Bref, en tout cas, voilà. Mais en tout cas, je remercie les nouveaux spectateurs d'être arrivés. Voilà, bienvenue dans ce live d'actualité, en tout cas de récap d'actualité. Là, je vais patienter un peu pour voir s'il y avait d'autres personnes qui arrivent. Et voilà, voilà. Donc, bah, du coup, euh... c'est effectivement aussi pertinent que les contenus, c'est bien vu. Bon, on verra bien, hein. De toute façon, faut que j'étudie un peu le sujet quand même, hein, parce qu'il y a quand même... bon, de toute façon, d'ici une semaine, je pense qu'il y a quelques candidats qui risquent de disparaître, donc ça va faire un tri. Mais du coup, en tout cas, ça sera un projet intéressant. Bref, donc c'est parti, on va commencer notre live récap. Donc hop, basculons sur la vision
multi-écran. On met une petite musique de fond. Et c'est parti pour le récap de l'actu. Donc du coup, euh, comment commencer ce live de récap de news sans parler, bien sûr, d'OVH. Hein, je crois que j'ai pas dû faire un seul live sans parler d'eux. Donc du coup, OVH s'en prend à Microsoft auprès de l'Europe. Donc ils ont fait une plainte pour concurrence, enfin dire position dominante et concurrence déloyale du coup sur le marché du cloud. Bon, bref, on va dire, j'ai un avis assez particulier d'OVH, hein, on va dire ça comme ça. Même si effectivement Microsoft est quand même toujours en position dominante dans beaucoup de domaines, hein, mais après au même titre que Google sur son marché. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que bon, voilà, c'est OVH, bon, oui, bon, et je pense qu'ils portent plainte parce qu'il faut bien. Après, effectivement, je trouve que leur service dans ce genre de solution est quand même loin d'être pleinement opérationnel. Mais du coup, effectivement, je pense qu'ils sentent un peu le vent tourner, hein, parce que Microsoft est en train de petit à petit se positionner pour augmenter les tarifs d'un côté et en même temps, bah, finalement, au fur et à mesure qu'ils ont piégé, entre guillemets, les gens dans un service cloud Office 365, par exemple, bah, effectivement, à un moment donné, les gens ils se retrouvent un peu voilà, coincés entre les deux et bon. Et effectivement, VH, derrière, eux, doivent perdre beaucoup de clients sur ce secteur-là, qui pourtant rapporte beaucoup, donc ça explique bien des choses. Ouais, le petit jingle OVH, oui, je suis assez d'accord, je pense. Mais le problème, c'est qu'il risque d'être un peu méchant. Bon, en tout cas, voilà, bon, c'était la petite news en passant au sujet d'OVH. Voilà, parce que bah, il fallait bien la sortir quand même. Bon, après, clairement, moi, je suis très relatif, hein. Ah, ils font quoi comme cloud Microsoft? Bah, c'est toute la partie Azure sur la partie base de données, etc. Ils essayent de se positionner au même titre que AWS contre d'Amazon. Donc ils essayent d'y s'y opposer donc en proposant une solution qui est, comment dire, progressive, parce qu'en fait, en réalité, quand on regarde un peu les offres Microsoft, il y a Office 365 qui est du coup assez peu cher pour les petites entreprises parce qu'on est autour des 10 euros par mois par utilisateur. Bon, ce qui est déjà une belle somme en soi, mais pour des entreprises, c'est pas forcément excessif. Sauf que petit à petit, progressivement, en fait, dès qu'on commence à vouloir sécuriser, dès qu'on veut commencer à utiliser quelques fonctionnalités un peu avancées, etc., etc., bah, petit à petit, on se rend compte qu'il faut rajouter 5 euros, 10 euros. Voilà, et au fur et à mesure, on se retrouve avec 50 euros par mois par utilisateur sans s'en rendre compte. Et donc effectivement, bon, c'est assez problématique. Il y a une vraie augmentation des tarifs, hein. Faut bien se rendre compte qu'en fait, depuis des années, le cloud était chez Microsoft, mais aussi chez des concurrents, était en position, on va dire, d'appel. Voilà, le but était d'attirer les gens pour avoir un maximum de clients et progressivement, ouais, il y a quelques petits trucs qui augmentent par-ci par-là. Voilà. En plus, avec la crise, on peut toujours justifier. Puis c'est vrai qu'avec Microsoft a quand même sacrément conquis le milieu professionnel avec Teams, hein, qui a quasiment fait disparaître Slake. Hein, faut s'en rendre compte quand même en soi. Alors, je dis pas, s'il y a des fans de Slake, je dis pas le contraire, mais ils existent encore, mais ils ont pris quand même une sacrée claque avec Teams qui a quand même sacrément écrasé le marché. Donc du coup, effectivement, petit à petit, Microsoft est en train de vraiment se positionner sur ce genre de solution. Et comme ils offrent bah, une solution qui est complètement intégrée et plutôt alors, bien foutu, j'exagère un peu. Franchement, il est quand même, leur système est assez perfectible. Mais c'est surtout que c'est un côté all inclusive qui fait qu'effectivement, bah, pour les entreprises, bah, entre acheter ou déployer une nouvelle solution qui fait à peu près la même chose, bah, mais qu'il faut manager, bah ouais, t'as déjà le truc d'inclus dans ton offre. Donc tu vas pas t'emmerder à installer un autre truc à côté. Donc du coup, en général, bah, effectivement, petit à petit, tout se centralise chez Microsoft Azure pour les entreprises. Et donc, effectivement, bah, OVH commence
à avoir peur, ce qui, ce qui se comprend. Sachant qu'à côté de ça, il faut pas oublier que dans la dernière évolution de l'offre Microsoft, il y a Microsoft 365, parce qu'il y a Office pour la partie, on va dire, traitement de texte, etc., bureautique. Mais il y a l'offre maintenant Microsoft 365 qui propose aussi un espace virtuel Windows, donc qui permet d'exécuter des applications, d'avoir un bureau à distance. N'oubliez pas que OVH a racheté Shadow il n'y a pas longtemps, qui est exactement sur ce marché-là. Donc effectivement, ça explique, on va dire vraiment, pourquoi OVH porte plainte. Parce que bah, s'ils perdent la partie messagerie, plus l'hébergement des services, plus la virtualisation qu'ils viennent tout juste de racheter, bon, bah, merde, hein, voilà. Ça- je- La OVH, ils vont commencer à le sentir quand même que ça se passe pas bien. Donc, bon, ils pourraient proposer mieux, mais bon, ça sous-entendrait de faire des trucs bien, des trucs corrects à un prix attractif. Bref, c'est pas la politique d'OVH. Donc, du coup, bref, clairement, faut bien se rendre compte que OVH aujourd'hui est petit à petit en position de concurrence avec Microsoft sur toute la branche cloud, et qu'effectivement, du coup, bah, ça leur pose beaucoup de problèmes. Là où effectivement, on va dire, AWS propose des solutions un peu équivalentes, mais ouais, c'est pas aussi intégré et ils visent pas l'utilisateur final. AWS est plutôt vraiment pour un milieu d'initiés et de sysadmin. Voilà, c'est... Enfin, ouais, j'exagère un peu, mais c'est quand même un peu l'idée. Là où Microsoft, quand même, avec ses offres Microsoft 365 en particulier, effectivement, là, il tape directement sur l'utilisateur final, qui est vraiment le marché d'OVH, qui est l'utilisateur, on va dire, final, ou en tout cas, petites et moyennes entreprises. Donc, clairement, ça peut faire vraiment, vraiment mal à OVH. Alors, le cloud de Microsoft, c'est pas juste du stockage de données. Bah, pas que, bah, comme AWS en réalité, hein. On peut héberger des services, on peut faire du cloud computing, on peut faire de l'hébergement cloud avec du traitement en serverless. En fait, faut bien se rendre compte que Microsoft essaye de s'aligner sur AWS, hein, au même titre que tu as Google avec son... Il s'appelle comment côté Google déjà? Google Cloud? Je me souviens même plus. Bref, en tout cas, clairement, il y a ces trois services qui s'opposent et à côté de ça, bah, tu as quelques hébergeurs, hein. Bah, tu prends, bah, on a OVH en France, Scalaway qui se positionne petit à petit, mais vraiment sur une partie purement technique. Infomaniac qui essaye de proposer côté suisse une solution, hein. Donc, effectivement, je crois que je parle aussi hein, d'Infomaniac à chaque fois, hein. Faut que je fasse gaffe. Oui, ils sont bien aussi, ils marchent bien. Donc, bref, en tout cas, clairement, aujourd'hui, il y a des acteurs, du coup, des gros acteurs à l'international, parce qu'après, là, j'ai oublié de parler quand même, il y a aussi Alibaba, hein, avec son service cloud rattaché à l'écosystème d'AliExpress, enfin bah, Alibaba, quoi, AliExpress, etc. Donc, et eux aussi, ils ont leur propre équivalent à AWS de leur côté. Et effectivement, il y a une vraie concurrence qui se positionne là-dessus. Et donc, bah, OVH, qui est un peu bien positionné sur le marché européen, essaye de s'imposer sur ce marché. Et effectivement, du coup, l'arrivée de Microsoft sur ces plates-bandes, aïe, je pense que ça doit piquer, sachant qu'en plus, avec le cloud qui a cramé la dernière fois, le fait que les services sont d'une stabilité, tout ce qui est plus relative, bah forcément, bon, ouais, enfin moi OVH, voilà quoi, aujourd'hui ils sont pas, enfin je les considère pas comme dignes de confiance au niveau structurel. Donc du coup, forcément, bah quitte à prendre des risques, autant aller chez Microsoft. Au moins, t'es à peu près sûr que normalement tu devrais pas trop perdre de données et qu'il devrait pas y avoir trop de problèmes. Parce que Microsoft gère ses backups, par exemple. Donc du coup, voilà. À voir, en tout cas, on verra bien, parce que là, pour l'instant, on vient à peine de savoir qu'ils ont porté plainte, on n'a pas encore le dossier, Microsoft n'a pas encore construit sa défense, enfin, si, ils ont construit en partie leur défense, mais ne sachant pas qui les attaquait, donc maintenant ils le savent. Donc voilà, bref,
Je pense qu'on aura d'autres actualités sur le sujet dans les mois à venir ou années à venir, parce que ça met souvent très très longtemps à se décider pour ce genre de dossier avec des gros acteurs de ce genre. Donc bref, on verra. On verra la suite. Bref, passons à l'actualité suivante. Hein, et bah, comme j'ai parlé d'OVH, hein, alors attendez, je vois un petit message. Alors, c'est quoi les pratiques anticoncurrentielles qu'ils ont dénoncées du coup? Bah, a priori, c'est surtout le fait d'avoir une offre complètement intégrée qui se met en concurrence directe avec les solutions d'OVH. Donc après, c'est pas clairement défini. Après, l'article, ils redisent un peu bon, ce qu'on sait déjà quoi, par rapport aux différents concurrents. Mais clairement, c'est juste que, bah, effectivement, Microsoft fait des solutions complètement intégrées, full, et qui ouvrent pas beaucoup la possibilité d'utiliser des outils concurrents, en tout cas, du moins. Le fait d'avoir une solution complètement intégrée qui est complètement hermétique aux solutions concurrentes, ouais, ça devient compliqué. Voilà. Donc après, pour Microsoft, le problème est inversé. Ils gardent tes données même quand ils affirment le contraire. Oui, alors après, ils gardent les données, c'est toujours une notion relative, mais effectivement, bon. Après, je pense que aujourd'hui, ils ont tellement de données que, bon, ils sont plus à une donnée près, mais bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, bon, clairement, je suis pas sûr que, enfin, il peut y avoir une position dominante, mais ça va être compliqué, quoi. Enfin, position dominante sur le cloud, enfin, franchement, AWS, quoi, s'il te plaît, quoi. Enfin, c'est pas Microsoft que tu vis, c'est Amazon, quoi. Enfin, aujourd'hui, c'est surtout Amazon. Mais effectivement, comme je disais, l'offre Microsoft 365, elle peut faire très très mal à OVH, clairement. Mais bref, en tout cas, voilà. En tout cas, n'hésitez pas si vous voulez en débattre après coup sur le chat du Discord. Je serai tout à fait ouvert de continuer le débat. Mais bon. Bref, donc passons à l'actualité suivante. Hein. Donc, comme j'ai parlé d'OVH, nous allons forcément parler de l'espace. Et donc, nous allons parler de cette actualité qui est tombée il n'y a pas longtemps, bon, qui est assez intéressante. Oui et non. Bon, c'est juste que je voulais parler d'espace. Donc, ils ont détecté un gigantesque nuage de 3000 km sur Mars. Et assez étrangement, bah, c'est en fait des observateurs, on va dire, entre guillemets amateurs, hein, semi-pro, et confirmés par ensuite des professionnels, qui est, en fait, on détecte des nuages gigantesques, et qu'effectivement, bah, en fait, les satellites qui sont directement autour de Mars, hein, en orbite autour de Mars, ne peuvent pas, et n'ont jamais vu. Donc on a fait une découverte comme ça à distance. Bon, qui est assez intéressante pour les scientifiques, hein, parce qu'effectivement, on a découvert qu'en fait, il y avait d'énormes nuages et brouillards qui se formaient en fait sur Mars, dans le côté caché de l'astre, et que du coup, bah, effectivement, en fait, ça disparaît très très rapidement dès que le Soleil apparaît. En fait, ces nuages disparaissent quasiment immédiatement, et donc il fallait une observation plus globale de Mars pour s'en apercevoir. Donc effectivement, ça a été découvert il y a pas longtemps. Ce qui est intéressant, je trouve, quand même, c'est d'avoir toujours des observations, on va dire, semi-amateurs, qui font des découvertes de trucs gigantesques, quoi, 3000 km. Comme il disait dans l'article, c'est un peu l'équivalent de Brest-Moscou. Ça fait un gros nuage quand même. Donc du coup, voilà, bon, c'est... Comme quoi, hein, on a beau avoir des satellites, quelques satellites autour de Mars, hein, il a fallu le voir de la Terre pour se rendre compte de ça. Comme quoi. Donc voilà. Bref, je vais pas m'attarder là-dessus, je vais juste passer sur ma deuxième actualité spatiale. Donc, James Webb, donc le méga télescope, enfin méga, le télescope qui va normalement révolutionner l'observation spatiale, hein, avec c'est une précision qui est quand même assez inégalée. En tout cas, qu'on espère inégalée, parce que pour l'instant, ils sont encore en phase de démarrage
du télescope, du coup. Et effectivement, là, bah, ils ont enfin terminé la phase d'alignement des miroirs. Et effectivement, par rapport à la première photo que vous avez pu voir, moi, je la trouve assez impressionnante quand même au niveau des réglages pour dire que le selfie, entre guillemets, donc en fait l'observation du satellite qui est orienté vers la Terre, bah, effectivement, on a une image un peu dégueulasse, on va dire ça comme ça, et que maintenant qu'ils ont aligné l'ensemble des éléments, et ben effectivement, hop, maintenant il est dans cet état-là. Donc là, on peut dire qu'effectivement, ils ont fait un sacré job quand même. C'est quand même, on va dire, c'est la même façon de prendre la photo, mais maintenant avec l'ensemble des miroirs qui sont parfaitement alignés. Et donc, comme vous pouvez le voir sur la photo précédente, voilà, on commence à avoir des images qui sont plutôt clean et stables. Et donc là, normalement, ils doivent lancer un dernier module du télescope pour ensuite commencer les vraies observations prévues. Donc voilà, donc c'était voilà, la deuxième news actuelle d'espace. Hein, voilà, j'aime bien parler un peu de ça. Bref, on va revenir un peu sur de la techno. Voilà, je passe rapidement cette partie-là. Donc du coup, reprenons la techno. Donc il y a Mater, c'est le nouveau stonar domotique qui a priori, voilà, on rentre dans sa phase finale de conception et donc qui est prévu pour une officialisation de la norme pour fin 2022. Donc, alors c'est pas qu'une norme, hein, a priori, c'est quand même, il y a un gros travail en fait pour créer vraiment un protocole et un standard de communication pour l'ensemble des objets connectés. Ce qui est vraiment pas une mauvaise chose parce qu'aujourd'hui c'est une vraie jungle et bordel pour vraiment tout interconnecter parce qu'effectivement on passe souvent par des plateformes gérées par les fabricants d'appareils. Et ensuite il y a une passerelle entre la plateforme cloud de la prise connectée, de l'ampoule, etc., qui va ensuite communiquer avec le service de Google, si on utilise Google Home, par exemple, pour interagir entre les deux. Et donc, ça veut dire qu'il faut s'imaginer quand même que pour allumer une prise électrique dans une maison, il fallait que ça... on déclenche la commande, donc soit du téléphone, soit d'un appareil connecté à la maison, que cette communication aille jusqu'à enfin Microsoft, non, Google dans ce cas-là. De Google, ça partait sur le cloud du fabricant qui renvoyait le signal à la prise électrique. Alors ça marchait très bien, hein, mais je suis quand même pas très optimisé tout ça. Donc, donc du coup, effectivement, ils se sont regroupés, enfin, ils ont essayé de regrouper le maximum d'acteurs du milieu des objets connectés pour essayer vraiment de créer ce standard ouvert et open source pour faire en sorte de faciliter considérablement la communication et surtout de pouvoir vraiment passer le cap. Parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de mettre en place un cloud, ou sinon il faut vraiment être full dans le même environnement pour l'ensemble des appareils, ce qui n'est pas toujours évident, parce que bah, tous les fabricants ne font pas tous les appareils, donc il y a toujours des passerelles, etc. Et du coup, ça devient très compliqué et très technique de configurer un environnement, on va dire, connecté à la maison qui soit assez... voilà quoi. Enfin, créer une cohérence de maison connectée avec des objets qui ont des clouds différents, c'est chaud. J'ai essayé un peu, franchement, à un moment donné, c'est vraiment s'emmerder pour pas grand-chose. Voilà, c'est à un moment donné passer des jours à essayer de configurer une prise pour qu'elle puisse fonctionner avec l'appareil qu'on veut. Ah, ouais, c'est marrant 5 minutes, mais à un moment donné, voilà quoi. Donc effectivement, là, il y a un vrai besoin d'harmonisation au niveau des appareils connectés, surtout qu'il y en a de plus en plus, et que effectivement aujourd'hui, bah, en fait, c'est trop compliqué pour que Monsieur Tout le Monde puisse bah, voir un intérêt d'avoir une maison connectée, quoi. Bah, après, il y a aussi les raisons de sécurité, etc. Ça, c'est encore un autre problème, mais déjà, il faudrait que, même sans parler de sécurité, si déjà les appareils pouvaient marcher correctement entre eux, déjà, ça serait bien. Ce qui n'est pas trop le cas aujourd'hui. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, la nouvelle norme, elle est prévue pour fin d'année, comme je le disais. Donc, c'est Zigbee, en fait, alliance avec le... bon, ils avaient déjà un protocole à eux qu'ils ont du coup intégré et amélioré pour essayer de prendre l'ensemble des besoins. Et effectivement, du coup, il n'y a pas que les objets connectés purs qui sont concernés.
En fait, ils ont embarqué aussi toute la partie passerelle domotique qui permet du coup vraiment d'avoir un protocole unique de communication, ce qui fait que normalement, on devrait avoir une compatibilité qui est assez large, en tout cas avec tous les acteurs qui ont participé. Donc après, au niveau des acteurs, hein, comme ils le disent dedans, ouais, il n'y a pas n'importe qui, donc il y a Ikea, Legrand, Somfy, il y a Philips, il y a du coup Google, Apple, Amazon, Samsung, il y a quoi encore Huawei aussi, qui fait également partie. Alors, peut-être pas pour longtemps, mais en tout cas, il en fait toujours partie. Donc voilà, on a quand même des gros acteurs, hein, et même des gros acteurs aussi chinois, hein, donc du coup, ça veut dire que, parce que Huawei, c'est pas n'importe qui quand même. Donc, si eux, de leur côté, effectivement, ils préservent ce standard qui est du coup libre, hein, donc normalement ne représentant aucun coût d'intégration, en tout cas, à part de développement, mais en tout cas, il n'y a pas de coût de licence à acheter. Effectivement, ça permettrait quand même d'avoir vraiment une passerelle universelle, ou du moins un protocole universel entre les appareils. Donc voilà. Donc c'est plutôt une bonne chose. Je pense qu'il était temps que ça arrive. Et ça pourrait potentiellement ouvrir à vraiment un basculement. Sachant qu'en plus, on a quand même toute la partie métaverse qui va s'intégrer aussi avec ce genre de choses, je pense. Parce que du coup, les objets connectés pourraient interagir avec le métaverse. Là, on rentre dans un truc et à partir de là, effectivement, il faut absolument standardiser. Sinon, ça sera juste infaisable. Donc voilà. Bref, en tout cas, on verra fin 2022 ce que ça va donner. Mais effectivement, 4013, il y avait déjà des protocoles. Après, il y en a pas que deux, hein. Je crois qu'il y en a même 3, enfin 4 ou 5 qui existent déjà aujourd'hui, mais qui sont pas... Voilà, c'est pas un standard. C'est-à-dire que quand tu achètes un protocole, bah, tout est sur le même protocole, sinon bah, ça a du mal à interagir entre eux. Voilà, c'est juste ça en fait. Donc du coup, là, le standard, normalement, devrait résoudre le problème, entre guillemets. En tout cas, si tout le monde adhère au standard. Mais bon, avec les gros acteurs qu'il y a dessus, je pense que c'est un standard qui devrait pouvoir s'appliquer relativement facilement. Enfin, sauf contexte actuel où, voilà, mais bon, a priori, les Chinois, quand même, a priori, ils n'ont pas volonté de se dissocier pour l'instant. Donc, du coup, on peut espérer que d'ici fin d'année, on ait quand même un standard qui soit applicable sur les produits chinois aussi. Ce qui serait une bonne chose. Et je pense que eux, je suis pas sûr qu'ils y voient une énorme différence, bien au contraire. Je pense qu'il y a tout intérêt d'avoir un protocole ouvert avec les produits occidentaux, parce que bah voilà quoi, sur le marché européen, le marché européen quand même, c'est un bon marché quand même, hein. Ils font de sacrées ventes hein, quand même sur le territoire européen et même américain, hein. Un peu moins ces derniers temps, mais en tout cas européen, c'est sûr. Donc ils ont tout intérêt à adopter ce genre de standard. Bref, voilà, c'était la petite news sur le milieu de la domotique. Donc passons à l'actualité suivante, du coup. Donc je sais pas si vous avez vu, j'en avais parlé il y a enfin, ouais, 4 épisodes peut-être. Du coup, j'avais parlé de l'intégration en fait d'Android dans Windows 11, au même titre qu'ils avaient fait le WSL, qui était vraiment l'intégration de Linux sous Windows, donc avec une passerelle du kernel qui fait qu'on est quasiment sur de l'exécution native d'applications Linux. Bah, effectivement, ils avaient sorti du coup la même chose, mais pour Android. Mais pour l'instant, il y avait que le Play Store, enfin le store d'Amazon qui était disponible. Et donc, effectivement, là, bah, c'était obligé que ça arrive. Donc, il y a le Google Play Games qui va arriver, du coup, et qui va permettre, du coup, bah, de connecter son compte Google, de pouvoir jouer à des jeux Android sur PC. Donc, à voir, hein, ça pourrait être intéressant, parce qu'effectivement, il y a certaines exclus qui tournent sous Android. En plus, pour certaines personnes, si on a commencé le jeu sur Android, ça fait un peu chier de recommencer tout sur PC. Donc, parce que certains jeux ne font pas... Voilà, il n'y a pas le cross-platform sur tous les jeux, hein, loin de là. Donc du coup, bon, à voir en tout cas si les performances sont présentes. Je pense que
Ouais, je pense que ça pourrait être intéressant parce qu'il y a certaines applis, parce que là, pour l'instant, c'est le Google Play Games. Il est fort probable que le Google Play tout court intègre aussi Microsoft à terme. Là, je pense qu'effectivement, il commence par là parce que, bon, il faut pas faire concurrence non plus au store de Microsoft, hein, faut pas déconner quand même. Mais du coup, à voir. En tout cas, la bêta est sortie. J'ai pas encore testé parce que je crois qu'il faut être insider encore pour cette partie-là. Et donc, du coup, bah, j'ai pas envie d'être insider de Microsoft, donc ça attendra que ça sorte officiellement sur la version normale de Windows 11. Voilà, voilà. Donc, en parlant de Microsoft et de jeux vidéo, on va passer à l'actualité suivante, qui est un truc qui... What the fuck. Donc, a priori, Microsoft a signé un accord avec Lacoste pour faire une campagne publicitaire dans Minecraft sur la marque Lacoste. Ouais. Déjà que je trouve que ça faisait un peu bizarre quand tu lances le Minecraft d'avoir des packages spéciaux, comment dire, pour les différents jeux, t'avais des trucs Bethesda, machin, etc. Bon, soit t'allais, c'est... Parce que c'était pas du fan service, hein, parce que là, c'est pas des fans qui ont fait ça, c'est purement mercantile, hein, parce qu'il faut le payer quand même, les packs à chaque fois. Donc là, maintenant, on se retrouve avec un pack Lacoste. Si je... Donc bientôt, on aura Adidas, on aura Nike. Ça, là, Minecraft commence à être particulièrement dénaturé, je trouve, à force avec ce genre de conneries. Mais bon, c'est vraiment chelou comme idée. Et en plus, Minecraft, maintenant, enfin, ok, Minecraft se vend toujours bien, enfin, mais bon, la hype Minecraft est quand même passée, quoi. Enfin, Lacoste, il se réveille quand même vachement tard, quand même, pour signer le genre d'accord. Bref, je sais pas, moi, vraiment, je trouve ça très étrange, C'est sur la Bedrock Edition, oh, très fort probablement. J'ai du mal à croire que ça soit sur la version Java. J'y crois même pas du tout. Je pense que c'est rattaché directement au store de Microsoft via des packs, etc. Donc, ouais, je pense que ça sera. Mais bon, vraiment, Lacoste. Ah, mais effectivement, je pense qu'à un moment donné, on va finir avec du Joule en mode sur. Voilà, là j'ai donné mon avis, mais voilà, c'est. Putain, le pack spécial Joule. Ah, ça ferait mal, hein. Bref, bon, en tout cas, ouais, je suis vraiment pas convaincu. Je. Même les images, je trouve que c'est. Alors, c'est. Rocco Island. Ouais. Enfin. Ouais. Ouais, vraiment, je suis vraiment pas convaincu, quoi. Ça fait. Puis en plus, ça fait vraiment pyjama, là, pour reconnaître quelque chose. C'est. Ouais. Je suis vraiment pas convaincu par ce projet, moi, perso. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais. Moi, ouais, je suis pas emballé. Voilà, vraiment, je trouve que. Ça me donne presque envie de désinstaller, en fait, la version Bedrock définitivement que de rester sur ce genre d'éléments, quoi. Enfin, de participer à ce genre de conneries, quoi. Bah, sauf qu'on n'a plus le choix maintenant, hein, parce qu'on a forcément un compte Microsoft maintenant pour lancer Minecraft. Mais oui, parce que l'intégration maintenant est obligatoire, on peut plus avoir les deux comptes séparés. Mais du coup, drôle d'idée. Bonjour, Defend Intelligence. Bah, effectivement, ouais, bah, déjà, j'avoue que je suis pas un grand fan de la marque Lacoste non plus, hein. Mais du coup, ouais, enfin, je trouve que c'est on va dire, tant que ça restait un peu dans le milieu geek, entre guillemets, voilà, c'est avec vraiment du fan service, avec, comment dire, tout ce qui était la marque Bethesda, les jeux Microsoft, même d'autres jeux qui est pas dans le giron de Microsoft, même s'il reste plus grand-chose à force. Mais du coup, voilà, à la limite, ça avait une forme de cohérence encore, mais là, vraiment, commencer à voir ce genre de choses, j'ai plus l'impression qu'on se retrouve dans Alors, c'était comment il s'appelait déjà? Second Life, voilà. Petit à petit. Bon, après, c'est le but, hein. Enfin, Microsoft s'en cache pas non plus, hein.
voilà, le but aujourd'hui, c'est le monde virtuel, le métaverse. Que le métaverse de Microsoft se fasse d'abord par un environnement métaverse Minecraft me surprendrait même pas. Mais du coup, effectivement, pour moi, c'est vraiment pas une bonne chose, en tout cas pour la marque, enfin, pour le jeu Minecraft en lui-même. Ah, c'est opportuniste, oui, totalement. Ça, j'ai ça, j'ai aucun doute là-dessus. Après, opportuniste, franchement, enfin, vraiment, ça a marché comme com. Enfin, pour moi, les gens qui portent du Lacoste, c'est pas des joueurs de Minecraft, hein. Enfin, je... Ah, c'est peut-être un préjugé, hein, je dis pas, hein, mais bon. Pour moi, j'ai pas vraiment l'impression que tu vises le même public, quoi, hein. Enfin, sinon, je suis surpris. Alors, les achats directs, ça dépend, mais... Ah bah, clairement, oui, je pense, le métaverse, je pense c'est le délire. Mais c'est vrai que, ouais, oui, je suis d'accord. Enfin, franchement, Lacoste, Minecraft, non, vraiment, j'arrive pas à connecter les deux, hein. Je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus incohérent que ça, quoi. J'avoue que pour moi, c'est deux trucs qui collent pas. Mais bref. En tout cas, franchement, là, pour une fois, j'espère un flop. Un vrai flop, tu vois, que cette campagne, ça leur a coûté... ouais, que dalle, bah, c'est des textures... Enfin, c'est un pack de textures, le machin, ils ont dû prendre un stagiaire, ça lui a mis, allez, une semaine à tout péter pour faire... Non, parce que là, franchement, quand tu vois les images, je suis désolé, quoi. Enfin, je serais même prêt à parier qu'ils existaient déjà avant qu'ils lancent la campagne. Franchement, je pense qu'en fait, c'est... Voilà, ils ont pris un stagiaire, il y a un stagiaire qui était chez Lacoste et qui s'est dit «Ah non, mais regardez, sur Minecraft, hein, on peut avoir des skins Lacoste.» Et voilà, et je pense que je pense qu'on doit être dans le délire là. Ça doit être le stagiaire. Ouais. Ou mieux, parce que là, du coup, donc on est bien... voilà, c'est un projet qui est sur 2022. Bon, en général, ce genre de truc, ça met à peu près un an à se mettre en place. Donc ça veut dire qu'on est à peu près dans les phases où on était confiné ou après confinement. Donc ça veut dire qu'en fait, le mec, voilà, il y avait son gamin qui jouait à Minecraft. Et le mec, il s'est dit, on peut faire des textures et on peut mettre la marque dessus. Oh, concept. Non mais je vois pas trop, mais... Ah, très bon exemple, je suis assez d'accord. Ouais, je cherchais un exemple, mais... Ouais, je suis d'accord avec toi, Defense Intelligence. C'est un peu long comme pseudo. Donc Louis Vuitton, j'avoue que Louis Vuitton dans League of Legends. Ah, ouais, très bon exemple. J'avoue que ouais, j'adore le. c'est- Ouais, pour moi c'est deux trucs qui peuvent pas coller, qui collent pas ensemble. Et pourtant, je serais même pas surpris, tu vois, avec le côté pognon et comment dire l'e-sport modèle géant où ils gagnent des sommes colossales à jouer à League of Legends. Au côté des marques de luxe qui commencent à rentrer sur ce marché-là, je serais même pas surpris, tu vois. Je- Mon Dieu, putain, le sale avenir qui nous attend, quoi. Non, mais sérieux. Non, mais j'espère un flop, voilà, un vrai flop. Au moins, on se débarrassera de ça. Mais bon, bref, on verra bien ce que ça a donné. J'y crois tellement pas, mais bref, parce que franchement, c'est un pyjama, là. Je suis désolé. C'est c'est- c'est des pyjamas, voilà. Franchement, le côté Lacoste, enfin, le côté, comment dire, classe de Lacoste, il est pas là. Enfin, là, c'est du pyjama, et encore, voilà, bref, ouais. On va passer à l'actualité suivante, si ça vous dérange pas. Parce que là, c'est un peu énervant ce genre de truc au final. Donc, on va passer à l'actualité suivante. On va parler de choses tellement joyeuses qu'est le piratage. Donc, du coup, pour l'ANSSI, qui est donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, donc un organisme que bah, je recommande vivement en fait de s'intéresser à, en tout cas pour tous ceux qui sont un peu dans la tech chez mes auditeurs, hein.
Donc, l'ANSI, c'est vraiment, c'est vachement intéressant. Ils ont tout un tas de docs techniques super pratiques, enfin, et super précises, même trop précises des fois. Mais franchement, il y a à boire et à manger. Mais en tout cas, pour avoir une base comment dire, d'installation de serveurs, d'installation de DNS, comment mettre en place une organisation et une infra sécurisée, etc. Voilà, il y a plein de guides. Comment mettre en place des audits et comment auditer son infrastructure. Voilà, voilà, il y a vraiment à boire et à manger. Voilà, l'ANSI, c'est un très 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 bon site et c'est une très bonne agence pour ça. Mais ils ont même un site avec qui répertorie à côté toutes les failles critiques, etc. Donc voilà, clairement, très bon site. Et du coup, là, ils ont fait un petit bilan et exprimé leur inquiétude sur toute la partie cybercriminalité. Donc du coup, là, je vous recommande aussi Next Impact, hein, qui a fait un dossier complet sur ça. Donc là, je vais le balayer un peu, on va dire, sur les grandes lignes, hein. Donc un élément qui m'a surpris dans ce rapport, hein, parce qu'après le reste, on connaît déjà un peu, les ransomware qui se développent beaucoup, etc. etc. Bon, voilà, le fait qu'il y a de plus en plus d'attaques, que c'est de plus en plus précis et, comment dire, de plus en plus efficace et discret. Donc voilà, après c'est surtout, il y a aussi toute une problématique qui est rattachée, en fait, les attaques souvent sont pas simplement pour faire du ransomware, mais aussi de l'espionnage industriel. Voilà, donc c'est les grandes lignes, ça, on les connaît déjà, mais surtout, moi, ce qui m'a surpris, c'est vraiment le côté spécialisation et professionnalisation des acteurs, hein, parce qu'effectivement, je me rendais pas compte que on en était arrivé là. Parce que pour moi, en fait, le gros du piratage, pour moi, était encore un peu amateur, mais effectivement, là, je me rendais pas compte qu'il y avait carrément en fait, des hébergeurs et des sociétés spécialisées dans la mise à disposition de puissance et de serveurs pour le piratage. Au même titre qu'on a OVH ou Scalaway pour se prendre un serveur et voilà, mettre en ligne un service. Bah, du coup, il y a exactement la même chose, mais son penchant dark, qui permet du coup de faire exactement pareil. Ce qui est assez hallucinant au final. Et effectivement, je comprends l'inquiétude de l'ANSI. Même s'ils expliquent que pour l'instant c'est en demi-teinte l'inquiétude, parce qu'en fait, effectivement, le fait d'avoir des acteurs qui dominent le marché fait que du coup ça devient plus facile de les surveiller, vu que c'est un acteur, et que du coup ils centralisent les attaques. Donc comme ils centralisent, c'est plus facile à détecter. Mais en même temps, c'est quand même inquiétant d'avoir vraiment des entités, voilà, des hébergeurs illégaux, mais avec un service professionnel. Voilà, j'avoue que quand même, dans le concept, il fallait l'imaginer, quoi. Mais effectivement, après, c'est vrai que c'est surprenant, mais à la fois, c'est cohérent avec le marché d'aujourd'hui, et puis c'est cohérent avec la guerre de puissance qu'il y a entre les États, parce que je pense que il y a chaque État, enfin on va dire, bloc de puissance internationale, hein, que ce soit les Chinois, que ce soit les Russes, les Européens, les Américains. Voilà, ils ont tous leur penchant d'arc avec leurs propres hébergeurs qui vont attaquer les autres de l'autre côté. Donc, bref, effectivement, je me demande quand même si, voilà, effectivement, ça commence à être dangereux. Enfin, dangereux. Voilà, on va dire, c'est plus le petit mec dans son coin qui vient de te pirater et qui, voilà, ça commence à être vraiment des institutions illégales, une mafia, quoi, hein, voilà, hein, mais vraiment organisée, quoi. Donc, qui avant était plutôt, voilà, on avait plutôt la vision quand même du pirate dans son garage, voilà, bon, c'est très cliché, je l'accorde, mais voilà, on était encore quand même sur ce côté amateur. Là, on est vraiment sur de la professionnalisation et je pense qu'effectivement, le Bitcoin n'y est pas pour rien non plus dans cette histoire, parce qu'effectivement, ça fiabilise du coup les transactions, donc ça permet donc d'être beaucoup plus, comment dire, stable dans le financement et dans les revenus du coup
payer l'infra, parce qu'une infra reste, ouais, ça reste un investissement, hein, d'acheter une infra. Donc effectivement, voilà, le fait d'avoir une monnaie qui permet de valider un peu toutes ces transactions et d'avoir une entrée d'argent régulière favorise ce genre de situation. D'autant plus, comme je l'avais dit dans des lives précédents, il est fort probable que les crypto-monnaies soient particulièrement et sévèrement comment dire, bloquées et sanctionnées parce que je pense que ça commence à poser beaucoup trop de problèmes. Et je pense que c'est pas pour rien que les Chinois ont fermé les fermes de minage, que les pays asiatiques l'ont commencé, que les Russes commencent à le faire aussi, que beaucoup de pays commencent à le faire aussi, parce qu'à un moment donné, il y a une limite au délire, quoi. C'est entre les pénuries de cartes graphiques, de matériel, etc. Enfin, vraiment, c'est bon. Bref, plus ça qui se rajoute par derrière, franchement, ça commence à faire beaucoup de sombre pour une monnaie qui est censée apporter la liberté. Donc bon, bref, en tout cas, voilà, si ça vous intéresse, le rapport enfin, le dossier fait par Next Impact est vachement intéressant. Pour une bonne partie, voilà, qu'on connaît déjà quand même assez facilement. En tout cas, pour ceux qui suivent un peu les actualités de ce genre, voilà, c'est assez complet, voilà. Bref, moi, voilà, je voulais surtout parler de cette professionnalisation qui m'avait surpris. Donc, du coup, ben, en continuant dans le piratage, du coup, si vous n'avez pas suivi, effectivement, il y a eu une énorme fuite de données de l'assurance maladie. Et ouais, donc, alors, a priori, ce n'est pas un piratage à proprement dit. Ce n'est que du phishing et donc de l'usurpation d'identité. Parce qu'effectivement, ils ont attaqué qu'une dizaine de 19 professionnels de santé. Et en fait, via ces 19 professionnels de santé qui se sont fait avoir par un phishing, bah, effectivement, ils ont eu accès à quasiment 500 000, même plus de 500 000, je crois qu'on était à 510 000, un truc comme ça. Ouais, 510 000 assurés qui ont été potentiellement, qui sont bah, potentiellement corrompus, enfin tout du moins leurs données sont quelque part sur Internet. Bon. Bon, après les données d'assurance maladie, je vois pas trop ce qu'ils peuvent en foutre. J'avoue que là, je me rends pas bien compte de la valeur marchande des données personnelles en fait. Ça a toujours été un élément que j'ai toujours eu un peu du mal à capter. Après, je sais qu'il y a toute la partie, on va dire, marketing et analyse des comportements pour mieux vendre, mais bah oui, oui, bah c'est vrai qu'assurance, oui, ça reste ça a quand même du sens hein, en ce moment en particulier avec une pandémie. Je pense que les données médicales commencent à être vachement intéressantes pour essayer de vendre, mais bon. Bref, en tout cas, voilà, c'est comme quoi. Voilà, même en ayant une infra qui est plutôt sécurisée, parce qu'a priori, ils ont quand même eu du mal à rentrer. Enfin, ils sont même pas rentrés, ils ont même pas piraté l'infra. Hein. Ils se sont juste connectés grâce à des accès qui ont été volés à des praticiens. Et ouais, ça marche toujours. Hein. C'est un des problèmes, hein, en fait, hein, de sécurité. Parce que je crois que la plupart des intrusions ont une première étape qui est basée sur ça. Hein. En fait, ils font du phishing, ils arrivent à piéger un mec qui avait les logins et les accès spéciaux pour accéder à un serveur, et à partir de là, en cascade, ploup, 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 et ils se retrouvent à avoir accès à l'ensemble de l'infra. De mémoire, ça a été arrivé à OVH aussi. Voilà, c'est en fait, ils avaient laissé un serveur en fait, ils avaient oublié de couper un serveur. Et en fait, ce serveur, du coup, était plus à jour. Et comme il était plus à jour, bon, effectivement, il y avait une faille de sécurité qui permettait de se connecter dessus facilement. Et du coup, en fait, il y a un pirate qui avait réussi à se connecter sur ce serveur. Et du coup, dedans, il y avait tous les certificats et les codes des accès, du coup, bas niveau. Qui fait que ça a foutu en l'air. En fait, les mecs se sont donné à cœur joie. Et ils avaient planté une partie de l'infra de VH. Souvenez-vous, c'était il y a 3 4 ans. Ouais, c'était il y a 3 4 ans, je crois. Et il y avait eu un blackout complet de chez OVH et c'était dû à ça. Donc ouais, c'est important la sécurité. Et de éteindre les serveurs aussi. Mais bref, voilà. Donc j'ai recassé du sucre sur VH, mais c'est pas grave. Donc voilà. En tout cas, voilà, c'était la petite news
Ouais, parce que ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas eu de piratage comme ça en actualité. Donc voilà. Passons à l'actualité suivante, du coup. Donc pour là, on va faire un petit passage à AMD, là aussi, hein, parce que j'aime bien AMD aussi. Donc AMD va mettre enfin à disposition son Radeon Super Resolution. Donc qui est un peu un équivalent de ce que faisait aussi, comment dire, Nvidia. Donc c'était avec l'équivalent... Alors comment il s'appelle déjà chez Nvidia? Bref, c'est un peu du... En fait, c'est l'équivalent du upscaling, c'est-à-dire qu'on pas, en fait, bah, c'est même pas l'équivalent, c'est du upscaling. Donc, on demande en fait l'outil. En fait, le but, c'est de faire tourner le jeu en fait en 1080, où il tourne bien, et de mettre un script d'upscaling qui permet de le passer en 4K. Du coup, ça évite de traiter en 4K directement, et parce que le 4K c'est très lourd. Et encore moins, enfin, et on parle après, il y a du coup le 4K et le 8K. Bon, pour l'instant, on est encore très très loin, mais pour les chanceux qui ont une télé 8K, bah même les cartes graphiques récentes ont déjà du mal. Enfin, ils ont déjà du mal avec du 4K, alors j'imagine pas avec du 8K. Donc effectivement, le seul moyen d'afficher correctement une image sur des grands écrans, aujourd'hui, le seul moyen, c'est l'upscaling. Ce que fait les consoles hein, depuis longtemps, mais effectivement sur PC c'était pas encore tout à fait. Puis en fait, bah, la majorité des gens étaient encore en 1080 sur les PC, mais effectivement progressivement, bah, les écrans ils crament, donc du coup les gens ils rachètent des écrans, ils achètent des 4K et effectivement, bah, petit à petit le marché devient intéressant. Donc ce qui fait que on commence à enfin avoir des outils à peu près fiables pour faire ce genre de choses. Donc du coup, AMD a enfin sorti son plugin. Et du coup, bah, les anciens modèles, voilà, je relisais l'article, mais effectivement, même les anciens, enfin anciens, la génération des 5000 sera compatible. Donc je suis chanceux parce que j'ai une carte graphique de la génération 5000 d'AMD. Donc du coup, je vais pouvoir expérimenter, même si j'ai que des écrans 1080, donc du coup, ça me servira à rien. Du coup, je pourrais essayer de mettre un jeu en 720p et de l'upscaler en 1080 pour voir ce que ça donne. Que ça marche bien, on verra bien. Mais en tout cas, je testerai. Peut-être à l'occasion, ce serait marrant d'essayer, tiens. Parce que normalement, je peux faire ça en live, du coup. Ça pourrait même être utile pour un live, parce que du coup, ça me permettrait de gagner en puissance facilement. Donc, on verra bien à l'occasion. Donc, du coup, voilà. Juste pour info, du coup, faut pas... Ouais, j'ai pas retrouvé l'article, hein, tiens. Parce que je crois que je l'avais partagé... Alors, attendez. Parce que, ouais, je viens d'y repenser, parce qu'il n'est pas dans ma sélection, mais du coup, je l'avais. J'en avais parlé. Je l'avais partagé, du coup, sur le Discord. Il faut juste que je le retrouve. Ah, voilà, voilà. Il est là. Ouais, j'avais pas j'avais failli l'oublier quand même, celui-là. Donc, du coup, en parlant d'amélioration, etc., est-ce que vous avez vu l'histoire de l'API Direct Storage? Donc, c'est une grosse évolution qui avait été développée d'abord sur console, en tout cas sur Xbox, et aussi sur PlayStation, je crois, parce que c'était déjà disponible aussi. En tout cas, un équivalent chez PlayStation. Et du coup, Microsoft va enfin le déployer sur Windows Server 10 et 11. Enfin, Windows Server, Windows 10 et 11 tout court. Et donc, si vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est, en fait, le but du Direct Storage for Windows, pour le simple but, c'est qu'en fait, aujourd'hui, quand un jeu est chargé et qu'il a besoin d'une texture, etc., en fait, c'est chargé par le CPU, puis envoyé à la carte graphique. Donc c'est le CPU, il se charge de transmettre les données. Et donc là, le but du Direct Storage, c'est de faire en sorte qu'en fait, on ne passe pas par cette phase intermédiaire qui fait qu'on charge en RAM, puis ensuite à la carte graphique. C'est que du coup, on charge directement dans la carte graphique sans emmerder le CPU. Et effectivement, ça permet de gagner énormément en performance, en vitesse de chargement. Et du coup, j'aurais tendance à extrapoler que ça doit être pour ça que la démonstration Matrix qu'il y a eu sur Xbox et PlayStation n'était pas disponible sur PC. Donc j'ai vaguement espoir que la démo qu'ils ont fait de Matrix sera bientôt disponible sur PC. Parce qu'effectivement, quand j'avais lu les dossiers techniques de la démo de Matrix sur Xbox et PlayStation,
Bah, effectivement, ils disaient qu'ils utilisaient en fait toutes les technologies qu'ils avaient conçues pour accélérer le chargement et d'avoir un chargement dynamique des textures. Donc là, je trouve que ça colle vachement bien quand même le fait que on l'avait pas sur PC et que du coup ils l'ont pas sorti sur PC. Donc j'ai bon espoir qu'on pourra tester sur nos bécanes la démo de Matrix. Ça serait pas mal, parce qu'a priori les vidéos étaient quand même vachement cool. Et le système de texture a l'air quand même vachement efficace qu'ils ont développé. Bref. En tout cas, voilà, cet API est prévu pour bientôt. Après, ils ont mis quand même sacrément leur temps, hein, parce que c'est une technologie qui était testée depuis 2020. Donc voilà, il était temps que ça sorte. Et donc du coup, on va enfin pouvoir bénéficier d'un meilleur traitement, en tout cas un traitement beaucoup plus rapide. Donc on va espérer que ça va donner de bonnes choses. Alors là, celui-là, oui, c'est spécifique à Windows. Du coup, c'est rattaché à Microsoft, mais de mémoire, j'avais lu un article qui disait que Sony avait aussi la même technologie de leur côté. En tout cas, un équivalent. Donc on a bon espoir que maintenant on ait les PC qui s'alignent enfin sur les consoles, parce que là c'était un peu dommage quand même, franchement. C'est en plus, bon, là je pense que c'était volontaire de la part de Microsoft, hein, indirectement, parce que ça donnait un avantage considérable à la console par rapport au PC, alors que finalement c'est le même système d'exploit quasi, donc bon, hein, on va dire c'est Microsoft quoi, c'est pas surprenant, mais du coup, clairement, là, on va enfin en bénéficier. Ça va peut-être nous ouvrir des nouvelles possibilités et surtout fluidité sur une partie des jeux. Donc voilà, on verra bien. Entre ce que propose AMD et ce que propose Microsoft, on va peut-être enfin avoir des PC qui tournent mieux. Bah, surtout qu'après, ils ont corrigé, a priori, AMD a aussi corrigé son problème avec Windows 11 pour ses processeurs Ryzen. Donc a priori, j'ai un PC qui devrait tourner encore mieux qu'avant. J'espère. Bref, donc passons à l'actualité suivante. Toujours AMD du coup, parce que à la base je voulais, voilà, je voulais pas traîner sur l'API, mais voilà, je l'avais zappé. Mais du coup, reparlons de ce nouveau processeur qui est sorti, qui a battu un record, voilà, qui est assez énorme, hein. Donc on a passé le cap des 100 000 points sur Passmark, du coup, qui est un peu le référent des benchmarks de CPU. Et 100 000, donc 108 000 points. Bah, c'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup de points. C'est un nouveau record. Donc, bon, le Trader Reaper Pro, hein, c'est pas un processeur pour monsieur tout le monde, hein, donc, faut bien s'imaginer quand même que c'est... Donc là, alors, c'est quel config? C'est un 64 core 128 threads. Ce qui est déjà, ouais, c'est une grosse machine. Donc clairement, c'est pas pour monsieur tout le monde. Et du coup, il oscille entre 2,7 et 4,5 GHz. Ce qui est énorme. C'est juste, voilà, c'est... Bon, par contre, le prix, on est entre 5 000 et 6 000 $, donc à peu près 5 000 et 6 000 euros, voire 7 000 euros, parce que bah, il faut traverser l'Atlantique. Donc, il est fort probable qu'on n'en voit pas la couleur dans nos PC de suite. Je pense pas. Même chez les professionnels, il y en a pas beaucoup qui vont les voir non plus. Moi, je serais ravi de les voir, mais je pense que je suis pas prêt de le voir. Voilà. Surtout que j'achète maintenant des serveurs d'occasion, donc du coup, je suis pas prêt d'avoir des... je suis pas prêt de le voir celui-là. Mais en tout cas, ouais, j'avoue que ça me ferait... Ah, ça me ferait kiffer quand même, hein. J'avoue que là, putain... Là, c'est un vrai un serveur. De toute façon, c'est un de mes délires, ça, d'avoir un serveur sur lequel je virtualise mon PC. Je mets une carte graphique directement. J'utilise ma carte graphique en direct, hein, mais mon Windows est virtualisé dans mon serveur de virtualisation, Proxmox, etc. Et du coup, ça serait assez marrant d'avoir plusieurs. En fait, un seul PC, mais qui fait plusieurs ordinateurs, en fait. Ouais, je trouve que ça serait marrant de faire ça à la maison. Mais bon. Malheureusement, j'ai pas la bécane pour, hein.
Alors, du coup, bah, j'ai loupé ton message, du coup, donc j'arrive pas à savoir sur quoi tu... si on veut coder avec, ça serait uniquement en C-Sharp. Je crois que tu dois parler de l'API, hein. Je pense pas que ça soit exclusif à C-Sharp. Mais je pense que c'est plutôt c'est une API, hein, donc c'est une API locale, donc je pense que chacun interagit comme il veut avec la lib, et je pense que Microsoft va fournir les différents langages standards de communication. Mais bref, en tout cas, pour revenir sur ces actualités, voilà, c'est un méga processeur, et donc AMD a battu le record, hein, le premier à battre ce record. Je pense que Intel doit être bien déçu de ne pas avoir cramé, de pas réussir à cramer en fait AMD, parce que là, faut s'imaginer quand même, quand vous regardez le benchmark des processeurs, on va dire c'est très nouveau, hein, ça fait quelques années, hein, ça fait à peine quelques années que AMD est aussi présent dans le top, hein, parce qu'on remonte 4-5 ans en arrière, c'était Intel, full Intel, hein. Il y avait les Xeon, les machins, etc., qui étaient au top au niveau des machines. Là, c'est hallucinant comment Intel se fait laminer sur les processeurs. C'est impressionnant, quoi. Moi, je suis sur le cul de voir à quel point Intel est largué sur le top 10 des processeurs. Alors, je dis pas, hein, AMD, bon, j'ai toujours une part de méfiance. Après, moi, j'ai basculé chez eux parce qu'ils étaient vraiment moins chers. Mais là, c'est quand même flippant. J'espère que... Bah, j'espère. Dans un sens, ils l'ont mérité, quoi. Parce que ça faisait des années qu'ils se reposaient sur leur laurier, tranquillou pépère, à sortir 10 générations qui étaient à peine plus puissantes les unes des autres. Bon, voilà, MD, là, ils sont en train de les écraser parce qu'ils ont tellement de pognon en ayant raflé, en fait, les deux marchés des Xbox et des PlayStation. Effectivement, bah, à un moment donné, ouais, c'est difficile de rattraper, hein. Ouais, quand t'as que le marché serveur et un peu des particuliers, parce qu'effectivement, le marché des PC de particuliers, c'était encore bon. Mais effectivement, petit à petit, ça devient compliqué quand même, parce que là, ce genre de processeur, pour le milieu des serveurs et etc., ouais, tu commences à te poser la question quand même, parce que 64 corps, 128 threads, tu fais un sacré serveur de virtualisation avec ça, hein. Donc, ouais, je pense qu'à mon avis, si Intel se réveille pas rapidement, il y a un risque de basculement assez sévère, quoi. Donc, bon, après, je suis pas trop inquiet non plus. Intel a beaucoup de ressources aussi, hein, faut pas... Voilà, c'est Intel, ils font... voilà, ils sont pas nouveaux hein, sur le marché, donc je pense qu'ils ont quelques gros trucs sur le coude. Mais bon, ils tardent à sortir quand même, ils prennent un peu leur temps. Après, il faut avouer aussi qu'on est dans une période un peu particulière, hein, voilà. Entre la pénurie de composants, etc., le fait qu'ils ont... Là, pour l'instant, ils flirtent avec la limite pour garder le rythme de production. Bon, j'avoue que c'est pas trop la période pour sortir des nouveaux produits non plus, quoi. Mais du coup, voilà, avec leur forme d'hésitation qu'ils ont actuellement, il y a AMD qui est en train de les défoncer, mais modèle géant, quoi. Parce que là, enfin, ils sont... Intel, là, ils sont là. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, le premier processeur est en 18e place pour Intel, quand même. C'est vachement bas. Ah, ouais, je serais quand même inquiet, quand même, à leur place. Mais bon, en tout cas, voilà, c'était le nouveau processeur, là, qui a battu, enfin, qui a passé la barre des 100 000 points, ce qui est hallucinant. Donc, voilà. Mais c'est pas un processeur qui rentre dans toutes les mains, loin de là. Donc, du coup, passons à l'actualité suivante. Les licences Windows et Office à moindre coût. Donc une petite enquête de Les Numériques. Enquête très intéressante, hein, je vous recommande d'aller voir le site si ça vous intéresse. Donc ils font un peu le tour un peu de tout ce qui est bah, le marché gris, parce qu'effectivement, ça a toujours été un marché très surprenant, en particulier... Alors déjà que pour les jeux vidéo, bon, c'était pas forcément clair, mais bon, t'arrives à deviner, quoi. Ils achètent les boîtes dans un pays où c'est beaucoup moins cher, ils les ramènent, et voilà, quoi. Donc la licence, elle marche, et basta. Donc, bon. Voilà, pour le marché des jeux vidéo, j'arrive à le comprendre.
Mais pour Microsoft, j'avais vraiment... ouais, il y a un truc qui, pour moi, m'est vraiment pas clair. Bon, là, les numériques, hein, bon, je vous spoil un peu l'article. Bon, il dit, il n'y a pas de solution non plus, hein, c'est pas si simple, parce qu'en fait, c'est juste que, comme ils disent, en gros, Microsoft tolère ce marché gris. Parce qu'ils y voient aucun intérêt, en fait, d'être particulièrement sévère sur ce marché. Parce que bah, c'est des gens qui, de toute manière, n'achèteraient pas la licence plein pot. Donc, de toute manière, voilà. Donc, ils laissent, en fait, ce marché un peu gris de licences qui sont plus ou moins légales, hein, dans le sens que soit c'est comme dans le jeu vidéo, c'est des licences qui sont rachetées dans d'autres pays, soit c'est des licences qui ont été grattées sur des machines vendues dans le commerce. C'est même pour ça que Microsoft les a virées maintenant. Ensuite, il y a le vol de licences en volume. Ça arrive. Les plus légales dans le tas, c'est les reventes en fait de code, de listes de code des fabricants qui du coup vendent un stock de clés non utilisées. Ça arrive. Donc c'est les plus légales dans le tas, mais ce problème c'est que c'est impossible de savoir lesquelles sont lesquelles. Et effectivement, Microsoft ne fournit aucun outil qui permet de vérifier les licences. Donc du coup, enfin, ils ont leur système de vérification de licence, mais ça veut pas dire que ta licence est légale. C'est ta licence s'active, ouais, ça marche, mais ça veut pas dire que c'est légal. Et effectivement, bah, comme ils disent dans l'article, il y a certains revendeurs qui ont accès à un logiciel de Microsoft qui permet de checker ça. Donc du coup, ça sous-entend que Microsoft est parfaitement conscient que quand tu actives une clé, ils savent si elle est légale ou pas, mais qu'ils le tolèrent parce que, bah, de toute manière, en face, ils ont des concurrents qui sont gratuits et qui, du coup, voilà, s'ils commencent à être trop sévères, ils savent qu'ils vont perdre le marché, donc c'est pas la peine de s'emmerder. Il y a des gens qui sont prêts à payer, ils payent, et ceux qui veulent pas payer, bah, ils payent pas. Voilà. Donc, c'est un peu, a priori, c'est un peu la conception de Microsoft. Bon, on s'en doutait un peu, mais a priori, c'est aujourd'hui quasiment officiel, et ça fait partie des éléments acceptés par Microsoft. Bon, ils peuvent changer d'avis du jour au lendemain, hein. Mais en tout cas, voilà, le marché gris, c'est un... Ouais. Sur ces licences-là, en particulier, sur tout ce qui est licences de logiciels qui sont équivalents dans le cloud, genre Office 365, hein, par exemple. Ouais, je suis toujours très sceptique, hein. Ouais, je suis toujours un peu entre les deux, moi, hein. Donc, bon. Alors, grâce à tout le monde utilise Microsoft Office, et ça tue la concurrence. Oui, bah oui, oui, oui. Bah, en fait, effectivement, c'est une des raisons. C'est que, de toute façon, ils savent que pour dominer le marché, il faut que la majorité des gens l'utilisent. Donc, s'ils empêchent les gens de l'utiliser, bah forcément, c'est contre-productif. Sachant qu'il y a des alternatives gratuites qui existent. Google Doc, etc. Hein, c'est présent et gratuit. Donc, Microsoft peut pas s'amuser non plus à être sévère sur ce marché-là. Mais bref. Ce qui est sûr, c'est que ça implique que tôt ou tard, Microsoft va basculer complètement dans une solution équivalente de Google, etc. Donc avec potentiellement un OS gratuit. C'est même pour ça qu'on a vu qu'il y avait des fois des petites insertions de code dans l'explorateur de fichiers, etc. qui permet potentiellement d'intégrer des publicités, ce genre de choses. Voilà, on sent que Microsoft tâtonne un peu pour voir un peu comment il pourrait transformer son business plan pour faire en sorte d'être plus en adéquation avec la concurrence. Mais que bon, tu sens bien, on sent bien qu'ils tâtonnent quand même. Et que du coup, effectivement, tu peux pas faire une croix du jour au lendemain sur des années d'historique de fonctionnement de la boîte. Donc bon, on sent bien qu'ils sont un peu hésitants. Mais en tout cas, pour revenir sur le marché gris, bah au final, ça va se demander pourquoi on file des sous en fait aux gars, quoi. Parce qu'en fait, la plupart des clés sont complètement bidons. Alors, soit c'est des clés bidons, soit c'est des clés volées, soit c'est des clés qui sont vendues illégalement. Et il y en a qu'une une très faible partie qui sont vraiment légales. C'est chaud, quoi, en fait. Donc, du coup, quand tu achètes une licence,
En fait, t'as une chance sur 4 que ça soit de la... que ça, en fait, tu te fais juste pigeonner, quoi. Bon, on le savait, mais là, c'est quand même plus concret, quoi, d'un coup. Donc, voilà. Donc, en tout cas, je vous recommande d'aller lire l'article, parce qu'il est un peu long, hein, voilà, il explique un peu les concepts, etc. Mais effectivement, voilà, c'est un... Au final, comme il conclut sur ça, c'est que finalement, bah, c'est l'utilisateur qui est dans le flou, et c'est voulu que ça soit dans le flou, parce que du coup, bah, il compte sur le fait qu'une partie des gens hésitent à acheter illégalement, et donc du coup, ils préfèrent acheter la licence plein impôt. Voilà, c'est en gros, je pense que le jeu et le concept est là, quoi. Pour faire en sorte que du coup, ça coûte beaucoup moins cher. Donc, je sais pas trop ce que ça a donné à terme, mais bon. Parce que là, j'ai regardé un peu des licences un peu grises pour des licences de logiciels Microsoft officiels. Par exemple, tout ce qui est Windows Server, tout ce qui est SQL Server, etc. Ouais, c'est beaucoup moins cher, mais en même temps, j'ai l'impression que je vais me faire arnaquer, quoi. Donc, bon. Donc, j'hésite, mais d'un côté, on n'est pas sur des petits budgets, quoi. Dès qu'on parle de licence serveur, etc. Ouh, pardon, je suis un peu fatigué. Mais en tout cas, sur les licences de genre, ouais, c'est tout de suite un billet de 2000, 3000, 5000 balles. Ouais, enfin, ça fait chier de les sortir, quoi, hein. Déjà en entreprise, je trouve que ça fait chier, mais encore plus si t'as un particulier qui veut juste s'amuser, bah en fait t'as pas accès à toutes ces licences, quoi. Bah si c'est 4 fois moins cher, ouais, c'est même plus que 4 fois moins cher, parce qu'en général tu peux te choper une licence d'office, tu peux la choper à 10 balles, alors que ça en vaut 100, quoi. Donc voilà, quoi. Le delta il est juste énorme, quoi. Donc 10 fois moins cher, tu peux te l'acheter plein de fois, hein. Ouais, 1 euro même, des fois, oui. Bon, là, vraiment 1 euro, franchement, je pense. Et encore, même c'est peut-être vrai, en fait, hein, et c'est l'autre qui a 10 euros qui nous arnaque, hein, en fait, hein, parce que 1 euro, t'as juste payé l'administration, en fait. Ouais, sur eBay, mais ouais, mais j'avoue que c'est très hésitant, hein. Moi, perso. Bah, après, perso, je m'en fous, hein, on va dire. J'ai acheté une licence Windows 8 il y a très très longtemps. Je me balade avec depuis. J'ai fait les mises à jour successives, elles sont validées à chaque fois. Donc du coup, je m'emmerde pas, j'ai mis un Windows 8 Pro depuis le début. Et Office 365, bah en fait, j'utilise celui du taf, quoi. Donc en fait, je paye pas. Donc du coup, m'en fous un peu. Mais bon, je comprends que pour les particuliers qui n'ont pas cette possibilité-là, parce que bon, moi je suis... On va dire, moi je m'en fous hein, d'utiliser ma licence du taf. C'est moi le sysadmin, donc c'est moi qui administre le compte principal. Donc du coup, je donne pas. Le seul qui a accès au PC, c'est moi, donc ça va. Donc je suis pas trop inquiet. Mais je comprends que bon, la licence du taf, l'installer chez toi, c'est peut-être un peu too much, quoi. Quand c'est pas toi qui administre. Mais du coup, voilà, je comprends que. Bah, quand t'es habitué à utiliser Office, machin, etc., que tu te retrouves avec un LibreOffice, voilà, oui, je comprends que ce soit un peu galère, quoi. Et que du coup, t'hésites quand même à utiliser Office 365. Mais ça fait chier de payer un abonnement aussi, quoi. Ouais, voilà. Mais clairement, j'ai vraiment l'impression que Microsoft est tout aussi dans le flou et que finalement, il tâtonne un peu en mode. Ouais, parce que le problème, c'est que c'est dangereux, quoi. Une connerie et c'est le marché qui dégringole du jour au lendemain, quoi. Donc. Je comprends que Microsoft est quand même, c'est très, voilà, c'est très, on va dire, dangereux. Donc, ils marchent sur des œufs et voilà, ouf, voilà. On va prendre tout le temps qu'il faut pour changer petit à petit. Voilà, je crois que c'est la politique de Microsoft. Voilà, on y va doucement, voilà. Et on change pas trop de trucs trop violemment. Voilà, c'est trop dangereux. Donc voilà, c'est, bref, on verra bien. Enfin. Je suis pas sûr que ce soit plus clair pour tout le monde pour le marché gris. En tout cas, pour le jeu vidéo, je pense que bah, sans le recommander, oui, c'est sûr que c'est moins cher, quoi. Enfin, voilà, y a pas trop de doute là-dessus. Et encore, hein, c'est pas toujours vrai, hein, pour être honnête, hein. J'ai regardé un peu, des fois, le marché gris, des fois, il... Ouais, enfin... Oh, pardon. Oula, je suis fatigué.
Donc du coup, le marché gris des jeux vidéo, des fois, t'as 1, 2 euros, allez, 4 euros d'écart. Enfin, franchement, tu payer une licence sur le marché gris juste pour gagner 4 balles, ouais, enfin, alors je dis pas, hein, mais bon. Il y a des gens qui sont à 4 euros près, mais bon, si t'es à 4 euros près, t'achètes pas un jeu vidéo. Mais, mais là, quand même, bon, des fois, j'ai vraiment l'impression que ça a pas de sens, en fait, d'acheter des jeux comme ça. Parce que bah, c'est trop cher, je trouve, hein. Enfin, quitte à prendre du gris, j'allais dire illégal, mais gris, au moins que tu gagnes carrément, quoi. Mais c'est pas toujours le cas. Faut quand même se méfier. Parce que des fois, vaut mieux acheter, en particulier par exemple tout ce qui est jeu un peu indé ou ce genre de choses, à la limite, vaut mieux acheter le jeu directement sur la plateforme officielle. C'est quand même, au moins ils sont mieux rétribués et ils gagnent plus d'argent que de passer par des marchés gris, quoi. Donc, bref, en tout cas, voilà. C'était mon petit avis en passant. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, mais donc voilà. Du coup, passons à l'actualité suivante, la dernière de la soirée, du coup, qui est Apple. Que vaut le M1 Ultra, donc du nouveau Mac Studio. Donc c'est un gros travail que fait depuis quelques années Apple, hein. Donc il y avait le M1 qui était le nouveau pros qui remplace les Intel du coup. Parce Intel a aussi perdu Apple, parce que Apple maintenant fait ses propres processeurs. Donc du coup, effectivement, le M1 était déjà plutôt badass, hein, comme machine, hein. Je sais pas pour ceux qui se sont enseignés, mais effectivement, les processeurs M1 qu'ils ont mis sur les MacBook Pro et MacBook tout court, je crois aussi, bah c'est pas de la merde en fait, hein. Personnellement, alors, je suis anti-Apple, hein, dans le sens que j'aime pas du tout leur écosystème. Enfin, j'aime pas du tout. C'est que j'aime pas du tout le côté très fermé d'Apple et aussi sa façon et son concept de vente. Pour moi, voilà, je peux pas adhérer à ce concept-là. Mais je n'enlève pas quand même la qualité intrinsèque de leur matériel et en particulier du M1. Le M1, effectivement, franchement, euh, sur bien des points, c'est plus intéressant de prendre un M1 que les processeurs de type i3, i5. On est quasiment sur un équivalent i7, mais c'est juste qu'il domine le game, c'est assez violent, quoi. Il faut vraiment monter très haut en gamme sur les PC portables pour commencer à concurrencer un produit Apple, quoi. Quand même, je trouve que c'est assez hallucinant, quoi. Donc, bref, en tout cas, là, ils ont sorti du coup le nouveau, qui est le M1 Ultra, qui commence à être vraiment vénère. Là, faut se dire quand même que là, on est donc un score. Bon, là, c'est du 24 000. Bon, on n'est pas aux 100 000 de l'autre, hein, on est bien d'accord. Mais du coup, on est quand même sur une machine. Donc, c'est un corps, un processeur, 20 corps. Donc, il n'y a pas de multithread, hein, chez Apple. Mais du coup, c'est quand même 20 corps, donc 20 threads. Ce qui est pas mal, hein, en soi, hein, pour un PC simple, hein, on n'est pas sur de la machine serveur, etc. Et il monte quand même à 3,22 GHz, stable. Enfin, donc, ce que là, en fait, il faut bien se comprendre, hein, au niveau de la com de Intel, et chez AMD aussi, hein, les deux font à peu près la même chose, même si AMD est toujours un poil au-dessus d'Intel sur la fréquence de base. Il faut bien comprendre que quand Intel vous vend en fait des processeurs, en général, il met en avant la fréquence boost, donc qui souvent est autour des 3-4 GHz. Le problème, c'est que le boost, c'est pour quelques microsecondes ou quelques secondes grand max. Parce que à un moment donné, le pros va trop chauffer et du coup, le pros se remet en mode normal. En fait, le boost n'est utile que pour vraiment les pics de consommation. Enfin, les pics, les demandes de puissance par pic. Mais du coup, il fournit pas cette puissance en stable. Et donc, du coup, souvent, les processeurs d'Intel sont rarement à 3 GHz. Ils sont plutôt entre 2, 2,5, parfois 2,8. Voilà. Quelquefois, ils sont à 3, mais ils sont souvent plus chers.
mais on est vraiment sur entre 2 et 3 GHz, grand max. Là, on est sur du 3,22, donc, mais en stable, de base. Donc, au niveau perf, on est sur une bécane qui donne, quoi. C'est pas, là, on n'est pas, vraiment pas sur de la merde, hein. Donc, vraiment, là, les produits Apple commencent à se démarquer. Là où ils avaient tendance à aujourd'hui, enfin depuis quelques temps, ils utilisaient beaucoup de produits Intel et du coup la différence était quand même vachement relative. Là maintenant, Apple revient sur le marché avec des produits maison, conçus maison et du coup, effectivement, ils essayent de se démarquer en proposant des produits qui rentrent vraiment en concurrence avec les produits Intel et les produits AMD. Et là, du coup, effectivement, bah, celui-là, a priori, il est pas mal. Après, il faut toujours relativiser les benches maison du fabricant, au même titre que AMD, hein, mais là, ça passe par une plateforme indépendante, donc bon, c'est peut-être une mesure qui est relativement fiable. Mais en tout cas, là, bon, là, c'est purement commercial, là, cette info-là. Donc, ah, quoique, hein. Geekbench. Ah bah non, peut-être pas alors du coup finalement. C'est peut-être du même niveau du coup. Bon, en tout cas, voilà, c'est pas non plus un... Voilà, il n'y a pas un score de fou, hein, mais du coup, clairement, il se positionne sur un marché qui va être difficilement... Alors, par contre, du coup, ils disent quoi aussi? Ben, donc, ils rajoutent une carte graphique Radeon Pro. Voilà, et sur le Mac Studio, il grimpe au mieux à 128 Go de RAM. Ouais, ça va quoi, 128 Go de RAM, ouais, je vais pas pleurer, hein. Là, je suis à 32, moi, donc c'est déjà largement suffisant. Donc, du coup, voilà. Bon, en tout cas, c'est un produit qui a l'air sympathique. Après, clairement, je me sens pas du tout visé, hein, parce que je veux pas. Un produit Apple, j'en veux pas. Je veux pas entendre parler chez moi. Je l'ai envisagé quand même dans le milieu professionnel parce que bah, je suis désolé, à un moment donné, on peut pas non plus exclure des produits qui marchent bien et que vu que bah, j'ai une frange de personnes au taf qui utilisent du coup des produits Apple, hein, déjà, parce qu'ils sont déjà sur iPhone. Donc du coup, le fait d'utiliser un Mac, bah pour eux, c'est pas ça, voilà, ça va pas violer leurs principes et leurs concepts, hein, voilà, ils sont déjà chez Apple, donc en fait, au contraire, ils sont plutôt contents. Enfin, ils seraient plutôt contents s'ils l'avaient fait, parce que finalement, j'ai pas pu le faire. Mais clairement, je l'ai envisagé parce que bah, le M1, il était vraiment bien, quoi. Enfin, on peut pas dire, enfin, un peu cher, mais par rapport à la performance, le rapport qualité-prix, il était là quand même, quoi. Il n'y avait pas trop de doute. Donc voilà, c'était la dernière actualité, du coup, hein, ouais, j'ai fait le tour. Donc voilà, c'était ma dernière actualité qui finit du coup sur Apple. C'est peut-être triste hein, de dire ça. Voilà, on va revenir là-dessus, c'est mieux. Je me sentais un peu souillé de finir sur du Apple, presque. Donc voilà, en tout cas, bah, j'espère que ça vous a plu. Voilà, donc pour ceux qui sont arrivés après du coup, moi je rappelle un peu. Du coup, j'ai l'intention de faire un live, bon, normalement classique la semaine prochaine. J'avoue que pour l'instant, je n'ai pas encore réfléchi au sujet de la semaine prochaine. Mais par contre, il y a le live du 4 avril qui, du coup, lui, sera un live spécial. Ce sera pas pour les porter sur les actualités. Ça sera un live qui, du coup, sera... bon, enfin, au contraire, si, il sera peut-être encore plus d'actualité, dans le sens qu'il sera orienté pour les élections présidentielles. Et donc, le but, ça sera de faire le tour des programmes des candidats, que ça soit de gauche, de droite, d'extrême gauche, extrême droite. Voilà, faire le tour des programmes au sujet de la tech en particulier. Voilà, de faire focus sur tout ce qui est programme et idées proposées par les candidats dans le domaine de la tech, des technologies et surtout de l'informatique, hein, idéalement. Mais en tout cas, voilà, et qui s'y rapproche de près ou de loin. Donc voilà, ce sera le sujet du 4 avril. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas si vous avez d'autres idées ou des infos à me passer par rapport à ce sujet-là, parce que je pense qu'il va me falloir un certain temps pour accumuler l'ensemble des infos des divers candidats,
parce que je sais même plus à combien on est de candidats, je crois on a une dizaine, hein, je crois, hein, si je me trompe pas. Donc, normalement, je pense que, en tout cas, d'ici une semaine, je pense que ça sera stabilisé à peu près le nombre de candidats, parce que je crois qu'on a passé la date finale, je crois. Donc, bref, en tout cas pour les dépôts de candidatures pour les élections présidentielles, donc normalement, on devrait être figé pour les élections. Et donc, voilà, je me dis que ça pourrait être intéressant. En tout cas, pour moi, je trouve ça intéressant, déjà moi personnellement, de savoir un peu bah, qu'est-ce que les candidats veulent faire dans les technologies. Et en même temps, je pense que ça devrait vous intéresser aussi. Donc voilà, autant faire une pierre deux coups. Voilà, donc, et puis en même temps, ça permettra éventuellement bah, de trouver une orientation, voilà, quel candidat me conviendrait le mieux. Parce que là, pour l'instant, j'avoue que je ne suis pas très emballé par l'ensemble des candidats. Voilà, c'est clairement, ça va être chaud, cette élection. Mais bref, ne parlons pas politique. J'ai dit que je voulais pas parler politique. Donc je ne donnerai pas d'avis politique. Je ne ferai que exprimer les infos qu'ils donnent. Voilà, je n'ai aucun but d'influence. Bien au contraire, je veux rester totalement neutre. Enfin, j'essaye de rester le plus neutre possible. On va dire ça comme ça sera plus honnête. Bref, voilà. En tout cas, n'hésitez pas bah, à liker, partager la cloche. Il n'y a pas de cloche ici. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à partager si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce live vous a intéressé pour être notifié pour le suivant. Et en tout cas, si vous voulez chatter, discuter, continuer le débat, vous pouvez rejoindre le Discord de ma chaîne qui est Conquer World. Donc vous retrouvez normalement le lien en dessous. Voilà. Et du coup, bah, je vous dis à bientôt s'il n'y a pas de questions. Bah, je vous dis à bientôt, conquérantes et conquérants, et amusez-vous bien. Allez, ciao!